Musique, Frédéric Huttman. Bonjour, Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Raphaël Pidou. Bonjour. Bonjour. Raphaël. Alors, je vous ai reçu à plusieurs occasions. On a parlé beaucoup du trio Wanderer, de l'art du trio. Aujourd'hui, il en sera certainement question parce que ça me semble inévitable quand on vous reçoit, au risque peut-être d'être redondant, mais je crois que c'est tellement inépuisable que je ne vois pas pourquoi on se priverait de ce sujet. Exactement, c'est comme les chefs-d'œuvre, on ne s'en lasse jamais. Mais là, on va parler d'un tout autre projet. Alors, comment on dit cello 8, cello 8 C'est comme vous voulez, du moment qu'on parle de nous, tout va bien. Violoncelle. Alors, c'est un disque qui vient de paraître pour le label Mirare, et puis dans la foulée, il y a plein de concerts qui sont organisés, notamment, bien sûr, aux Folles Journées de Nantes. Ce disque s'appelle Ode à la nuit. Il y a quelques années, il était sorti un disque aussi de d'octuor de violoncelle avec un tout autre répertoire bien sûr, et ça s'appelait, l'ensemble avait un nom tout différent. C'était les violoncelles français, exactement, voilà. Avec mes collègues de ma génération, on va dire, de François Salk à Xavier Philips, en passant par mes collègues violoncelles solo d'orchestre parisien, Nadine Pierre, Emmanuel Goguet, et j'en passe, et des meilleurs. Et puis il y avait aussi mon père qui avait réalisé un certain nombre de transcriptions. Alors, transcription, il va en être question à propos de ce nouveau disque, puisque ce sont que des transcriptions. Donc, pour cette forme d'octuor, accord d'octuor de violoncelle, la plupart sont dus à votre père, et il y en a deux qui sont deux nocturnes de Debussy qui sont dus à Renaud Gueux, qui est, je crois, un ancien élève de votre père et qui est violoncelliste de l'Orchestre Philharmonique de Radio France. Exactement, vous savez tout. Voilà, et Renaud s'est intéressé à cette littérature de l'octuor. Pourquoi un octuor de violoncelle, au fond ? Eh bien, c'est un petit peu comme, je veux dire, comment dire le violoncelle est un instrument fédérateur. Voilà. Ce qui est moins le cas du violon ou de l'alto. Et puis là, le gros avantage du violoncelle, c'est qu'on peut le décliner sur 4 octaves. C'est-à-dire que grâce à la virtuosité toujours flamboyante et inventive du violoncelle, eh bien, on sait jouer dans l'aigu, dans l'extrême aigu. On l'a vu avec la carrière de Rostropovitch, qui a pu ouvrir les portes vraiment du violoncelle sauvage et du violoncelle dans le suraigu, avec les créations de Dutilleux et d'autres. Et puis, depuis finalement ce répertoire, ce violoncelle à l'aise sur 4 octaves, et effectivement peut se décliner en plein de répertoires, dont l'octuor, double quatuor, donc possibilité symphonique, possibilité vocale, opéra. Donc effectivement, mon père, qui adore transcrire depuis plusieurs dizaines d'années, se régale. Oui, justement, votre père a écrit le texte qui accompagne ce disque. Il dit, alors il n'a pas appris à transcrire, ça lui est venu tout seul par goût. On lui avait demandé en 91 une première transcription et il s'est pris de passion pour ça. Mais vous savez, j'en parlais récemment avec Jean-Jacques Kantorov, qui est un grand violoniste et maintenant un grand chef d'orchestre, qui me disait lui-même, tu sais, j'ai vu Danny Barenboim commencer la direction, il avait pris 0 cours ou peut-être 30 minutes de cours, et je pense que la transcription, c'est un peu comme être chef, en fait. Du moment qu'on est musicien, tout va bien par la suite. Alors, vous parlez de Jean-Jacques Kantorov, inévitablement on pense filiation, puisqu'on pense à Alexandre Kantorov. Vous, on parle de votre père, Roland Pidou, immense violoncelliste, vous de même, et puis vous avez un fils qui est un merveilleux oboïste. Alors, c'est beau, ces lignées de musiciens. Oui, écoutez, c'est le hasard, vous savez, mais on est heureux quand au fond on a su accueillir tout ça. Et moi-même, j'ai demandé à faire du violoncelle, hein. J'ai pas du tout souhaité. Parce que c'est pas évident, excusez-moi de vous interrompre, de faire le même instrument que son père. Non, mais moi, pour des raisons personnelles, en fait, j'ai voulu faire du violoncelle. C'était peut-être aussi un moyen de voir mon père plus souvent, peut-être. Mais c'est vrai qu'il a été mon premier professeur pendant 3-4 ans. Il m'a appris le violoncelle et je suis son seul élève qu'il a débuté, au fond. Puisqu'après, évidemment, il a été professeur au Conservatoire de Paris. Mais voilà, et puis mes enfants, parce que je n'ai pas qu'un fils, j'ai un fils aîné qui est maintenant timbalier solo du Teatro della Scala à Milan. Et j'en suis très fier, depuis l'année dernière seulement, du haut de ses 28 ans. Et leur jeune sœur qui est danseuse contemporaine, freelance. Voilà. Donc effectivement, mes enfants ont baigné dans
dans l'artistique, mais vraiment par hasard, au fond. Je crois que Gabriel, il le dit dans son texte de son magnifique disque, et parfois dans ses interviews, il dit, mais je comprends pas, je croyais que tout le monde faisait de la musique quand j'avais 5 ans. Et je me suis aperçu après que, non, en fait, c'était pas le cas. En tout cas, ça donne effectivement une belle lignée. C'est étonnant. Ça me fait penser à cette réflexion de Kirk Douglas dans ses mémoires qui dit que quand à un moment, il est dans la rue et puis il y a une très belle femme qui le regarde et puis il est tout flatté et puis elle vient le voir et lui dit « Mais vous êtes le père de Michael Douglas ?» Et là, sa prétention en a été un peu rabattue. Donc c'est magnifique, ces lignées de musiciens. Et on joue avec les 3 générations sur scène, voilà. Bientôt, là, dans un concert magnifique au Palais Contarini à Venise, on sera les 3 générations sur scène. Ah, vous n'allez pas chanter à la Scala de Milan avec votre fils? Non, chanter avec le violoncelle, mais pas avec ma voix. Alors justement, de la voix, il en est beaucoup question dans ce disque Ode à la nuit qui vient de paraître pour le label Mirare, puisque pour l'essentiel, c'est un répertoire destiné au chant. Il y a des leaders de Brahms. Ça s'ouvre par un air célèbre des pêcheurs de perles de Bizet. Il y a une œuvre plus inattendue d'Augusta Holmes qui est très très belle, qui est la deuxième œuvre. Qui a pensé Alors ça, c'est mon père qui a par hasard écouté cette œuvre d'Augusta Holmes, un lead en fait, un air d'un poème symphonique ou je ne sais quoi. Et je crois qu'elle est dans la lignée de César Franck. Enfin, c'est un personnage qui était incroyable dans son époque. Alors vous jouez dans ce disque aux côtés de 7 autres violoncellistes qui pour la plupart sont vos élèves ou d'anciens élèves. Oui, exactement, mais pas que. Hein. Mais par contre, ce sont des élèves à qui on prête des instruments pour à la hauteur de leur talent et pour développer leur carrière. Et vient de s'ajouter à cette association de talent de violoncelle qui prête des instruments, c'est son cœur de métier, et bien ce projet d'Octuor qui est mécéné par un de nos grands mécènes, Joël Rousseau, qui est une personne avec un cœur gros comme ça, et qui a tout de suite adhéré à cette idée, au fond, de former, comme vous savez, les entreprises qui incubent, enfin les incubateurs, là, je ne sais pas comment ça s'appelle. Oui, qui investissent dans les startups. Dans les startups, voilà. Et en fait, c'est une petite startup qui, on procure aux jeunes, au fond, leur premier concert, leur première aventure musicale, je veux dire, dans le monde des pros, hein. Et puis ce disque aussi, et le résultat c'était pour la plupart leur premier disque. Et je dois dire que c'est assez émouvant de les voir finalement à l'aise comme un poisson dans l'eau, on va dire, dans ce répertoire. Qui est aussi qu'on inaugure, puisque une transcription elle reste fraîche avec une mélodie qu'on connaît bien sûr, mais au fond c'est la première fois qu'on les joue. Elle n'est pas dans le sillage des violoncellistes encore. Et ce sont vraiment des très belles œuvres, de très belles transcriptions. Et comment ça se fait justement que vous disiez qu'un octuor de violon, par exemple, ou un octuor d'alto, ça n'irait pas du tout Je pense que c'est une histoire de tessiture, comme je vous disais. Hein. Le violoncelle couvre toute la tessiture, soprano, alto, ténor, basse, on va dire. Hein, voilà. Et donc c'est ce qui fait sa spécificité et son côté attrayant en octuor. Alors d'ailleurs, c'est rappelé dans le texte qui accompagne ce disque également. La seule œuvre qui existait préalablement pour cette formation, avant toute cette transcription, c'est cette célèbre Bachianas Basilianas de Villa-Lobos. Mais sinon, on a beau chercher, c'est difficile d'en trouver. Oui, exactement. Mais il y en a d'autres. Et puis, il y a plein de compositeurs actuels qui ont composé pour l'octuor, parce que c'est, comme je vous dis, une formation très attrayante, un peu comme le quatuor à cordes, au fond, un peu moins pour le trio avec piano. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est assez jouissif. Et puis, je vous dis, le public, même pas forcément habitué au répertoire classique, eh bien, le violoncelle, ça lui fait quelque chose, en fait. Hein. C'est vraiment... je pense que le violoncelle peut toucher l'âme humaine rapidement. Ouais, puis c'est impressionnant, à part ça, pour un public même qui n'est pas habitué, ou habitué de voir arriver sur scène 8 violoncellistes, il y a un côté très spectaculaire aussi. Exactement, puis surtout de voir des jeunes comme ça qui sont, comment dire... qui sont lâchés. Vous savez, j'ai revu un spectacle du Cirque du Soleil l'autre jour, et je me suis aperçu de la prise de risque. Alors évidemment, c'est une prise de risque, mais elle est mesurée, c'est-à-dire qu'il y a du travail derrière tout ça. Et au fond, moi, c'est ce que j'aime.
moi-même en proposant ce projet-là, que ce soit un projet professionnel, donc un disque professionnel, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est des jeunes et que c'est moins bien, non, c'est l'inverse. C'est un résultat artistique incroyable, et en plus de ça, ce sont des jeunes et qui n'avaient pas d'expérience, mais on n'a pas l'impression qu'ils en manquent non plus, vous voyez, et je suis assez surpris en fait par le résultat, et en fait, je trouve que ça nous rafraîchit, nous, les anciens, et c'est ça qui est très beau en fait, tout simplement. Et ça demande beaucoup de travail et de rigueur. Oui, parce qu'on voit toujours l'enseignement du côté de ce que le professeur transmet, mais on ne voit pas ça de l'autre côté, c'est-à-dire ce que les étudiants vous transmettent à vous, Raphaël Pideau. Exactement. Et au fond, on peut pas le voir non plus. Et là, c'est seulement quand je partage la scène avec eux et que je leur fais totalement confiance qu'ils vont sortir le meilleur d'eux-mêmes. Et je pense que ça, c'est vraiment important parce que on n'a jamais aussi bien enseigné les choses maintenant, avec les outils pédagogiques, avec toute la réflexion derrière intellectuelle, etc. Mais rien ne remplacera l'échange et la transmission orale, le one-to-one, etc. Parce que ça, je pense que c'est l'essence même de la transmission dans l'art. J'en parlais récemment avec un peintre qui enseigne aux arts décoratifs, et il me disait « la forme ». Je dis à mes étudiants toute la journée, la forme. Quand vous dessinez une cuisse, un bras, un pont, il doit tout de suite y avoir le trait, la puissance de ce que vous dessinez dans le trait de crayon. Et au fond, nous, c'est pareil. Le travail de l'archet, c'est pas seulement lire quelque chose et le transcrire. C'est vraiment un travail de... Mais comme en cuisine, en fait. Je pense que le travail de la pâte à tarte, la pâte sablée, la pâte brisée, c'est nous, quand on travaille notre son, c'est ça. C'est 4 heures de travail, c'est épuisant même. Et je leur dis à mes enfants, pardon, à mes élèves, je leur dis, non, parce que c'est pas du tout comme mes enfants. Non, oh là là, attention. Je leur dis, mais c'est épuisant de travailler. C'est épuisant de travailler parce qu'on doit être toujours... Il n'y a pas un son de travail et un son de concert. Il y a un son, point. C'est-à-dire que quand vous travaillez, vous devez être dans l'émotion de la musique, la beauté de son du violoncelle, ce que le compositeur a voulu dire. Voilà, il n'y a pas un travail rébarbatif. Quand on est petit, éventuellement, on peut tirer l'archet comme une machine et faire ce qu'on nous dit de faire dans la méthode. Mais après, heureusement, il faut s'en éloigner de ça, parce que sinon, on jouerait comme des machines. Oui, mais vous parlez justement de la distinction entre la répétition et le concert, où justement, vous dites ce travail acharné dans les deux, mais c'est aussi c'est le résultat de vos 30 et quelques années au sein du trio Wanderer aussi. Bien sûr. Des milliers d'heures passées au sein du trio. Oui, et puis c'est la vie au fond, c'est voir que à 20 ans, on peut être blasé, on peut se dire oh là là, ça va être épouvantable, et s'apercevoir qu'à mon âge maintenant, il y a encore plein de choses à découvrir et qu'on n'a toujours pas fini, et que, moi en particulier, je me lasse jamais. Le trio de Schubert, je l'ai joué peut-être plus de 1000 ou 2000 fois, j'en sais rien, mais j'ai toujours autant d'émotions en le jouant. Et je pense que je serais dans un musée, je serais conservateur d'un musée avec des grands chefs-d'œuvre au mur, je m'en lasserai jamais. Mais j'ai besoin d'être en contact avec l'art, comment dirais-je, comme si je le redécouvrais, mais comment dire, nous on n'est pas créateurs, on est interprètes, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir un guide absolu, c'est le maître absolu, c'est le compositeur, et respect. Alors vous parlez justement des trios de Schubert, qui sont parmi les grands tubes entre guillemets du trio. Il y a des tubes dont on ne se lasse pas, effectivement, qui sont inépuisables. Je pense notamment à la musique de Bach. Je pense qu'on peut jouer 1000 fois quand on est pianiste ou claveciniste des œuvres de Bach, on ne s'en lassera jamais. Et il y a quand même des chefs-d'œuvre. Il n'y a jamais eu des chefs-d'œuvre, même sans les citer, où au bout d'un moment, au sein des trios Wanderer, vous les avez tellement joués que... je vais vous décevoir, non. Ah, mais c'est pas une question piège. Hein. Mais tant mieux si c'est non. Non, ce qui peut être,
comment dirais-je, ennuyeux entre guillemets, c'est la vie de musicien, c'est-à-dire les voyages, se retrouver dans un hôtel, se retrouver à manger des cacahuètes après le concert parce que personne n'a prévu qu'il faudrait éventuellement un restaurant ouvert. C'est déjà bien quand il y a des cacahuètes. Un accueil, voilà, voir le concierge au lieu de voir les membres du public. Et le concierge est souvent délicieux dans les théâtres, mais je veux dire par là oui, ça manque de chaleur. Oui, ça peut, voilà, mais c'est ça qui. Mais bon, on est blindé, vous voyez, on a tout vu, tout connu, mais c'est vrai que jouer, c'est le plus beau métier du monde. Tout simplement. Et alors ces 7 musiciens, alors comment ça se passe? Parce que là, ce disque a été enregistré, on va citer tous les noms, hein, Albéric Boulnois, Léo Ispire, Sonny Siesinski, peut-être, j'espère que je prononce pas mal, vous, Raphaël Arreguini, Yanis Boudris, Elliot Leridon et Noé. Alors, Derdac. Oui, je ne voudrais pas mal prononcer son nom. Alors, Noé Derdac est élève d'Emmanuel Bertrand, maintenant, qui nous a rejoint au Conservatoire de Paris. Il est en de première année de master, je crois. Voilà. Elliot Leridon est dans ma classe encore en première année de master. Yanis Boudris est sorti, il a eu son master déjà il y a quelques années. Raphaël Arreguini est tout jeune, il est en deuxième année de licence. Moi, je suis en deuxième année. Pardon. Il y a Sonny Siesinski, donc qui est né avec une malformation, donc il joue à l'envers et on lui a fait construire un violoncelle pendant le festival de la Grange de Melay. C'est une très très belle aventure et Sonny est un très grand musicien. Il veut être chef d'orchestre d'ailleurs à terme et il joue magnifiquement, donc il est en deuxième année de licence. Et Léo Ispire est en troisième année de licence. Albéric Boulnois a déjà eu son master, il a déjà enregistré pour Mirare avec son trio avec piano. Voilà, donc c'est des jeunes à qui on prête de très très beaux instruments et qui sont en parfait développement et c'est pas qu'ils sont triés sur le volet, mais c'était l'évidence, voilà, de leur demander. C'est des jeunes à qui j'ai toute confiance et où finalement il s'est passé quelque chose pendant l'enregistrement. En fait, l'enregistrement, c'est un moment d'horlogerie. Vous voyez la chaux de fond, encore les fabricants d'horloges qui réparent les montres, qui démontent des petits mécanismes qui soufflent dedans et qui les remontent et ma foi, les heures ne sont pas comptées. Et ben, cette séance d'enregistrement, pendant 4 jours, à Salle Colonne, avec Cécile Lenoir et mon père comme co-direction musicale, eh bien, on a passé notre temps à, en fait, essayer de sublimer tout ça et d'arriver à un résultat incroyable dans l'homogénéité même des timbres. C'est pas facile parce que forcément, moi j'ai une voix placée, j'ai un son qui est déjà, on va dire, qui a maturé, etc., et qui a plusieurs années d'expérience, bon, avec même le vibrato, ça. Et les jeunes, en fait, ont gobé tout ça et on est arrivé à une osmose quasi parfaite et en même temps, chacun à sa personnalité. Et c'est ça qui est très beau, en fait, dans le partage, musique de chambre, orchestre. On est au carrefour, avec un octuor et dans ce répertoire-là, on est au carrefour de la musique de chambre, de l'orchestral et du soliste. Et alors, excusez cette question de profane, est-ce que c'est beaucoup plus difficile de jouer à 8 violoncelles que par exemple un octuor comme l'octuor de Mendelssohn ou celui d'Enesco Là, on met le violon et alto pour le son, l'unité du son. Pour l'unité du son, non, je pense que c'est le même travail. Après, pour la virtuosité, c'est sûr que l'octuor de Mendelssohn, les scherzo de l'octuor de Mendelssohn, il y a une virtuosité phénoménale, surtout pour les violonistes, on va dire, parce que le violon est c'est quasiment un concerto pour violon. Exactement. Et non, je pense qu'au niveau des mariages des sons, du mariage esthétique, des coups d'archet, de la façon de jouer, d'émettre un son, c'est la même chose. Et on apprend beaucoup, en fait, dans l'octuor de violoncelle quand on est jeune. C'est énorme le travail qu'on fait. Et on travaille aussi en osmose, c'est-à-dire parfaite, comme le font les pupitres de violoncelle dans les grands orchestres. Et alors, ces 7 jeunes violoncellistes aux côtés desquels vous jouez sur ce disque, qui se destinent à la musique de chambre, l'orchestre, ça dépend. Pour le moment, leurs destins ne sont pas encore arrêtés. Écoutez, ils essayent de tout avaler, ce qui est déjà énorme, puisque je pense qu'au début de ce 21e siècle, pour être musicien complet, c'est un travail énorme. Vous savez, maintenant, c'est ce que je leur dis à tous mes élèves, il faut être à l'aise dans le répertoire baroque,
dans le répertoire classique, dans le répertoire romantique, l'historiquement informé, comme on dit maintenant. Et puis, il faut être aussi à l'aise dans les concertos. Vous savez que si vous ne jouez pas un concerto, vous ne pouvez même pas rentrer dans un orchestre ni enseigner dans un conservatoire. Il faut quand même être capable de jouer de son instrument. Et puis quand on est encore plus chanceux, qu'on met le curseur en plus haut, on peut effectivement se destiner à la carrière de soliste. Mais qu'est-ce que c'est qu'un soliste, au fond ? C'est quelqu'un aussi qui sait jouer de la musique de chambre, qui sait jouer, qui a appris son métier, qui a appris la musique, les bases aussi à l'orchestre, en musique de chambre. Et puis, un jour ou l'autre, avant ses 30 ans, il gagne un grand concours international. Et puis, s'il est prêt, si un agent s'intéresse à lui et que tout lui est ouvert, eh ben, ma foi, il peut commencer à espérer une belle carrière. Mais après, il faut tenir. Une carrière, c'est plusieurs décennies. Oui, on connaît des artistes qui ont explosé en vol non, sous mais la pression aussi. Et se renouveler, être capable aussi de présenter toujours du nouveau répertoire et comment dirais-je, d'appâter le client, c'est-à-dire les organisateurs de concerts. Et au fond, c'est notre responsabilité, ça. On ne peut pas attendre la carrière dans son canapé et en faisant 6 heures d'instruments par jour. C'est pas ça, un artiste. Un artiste, c'est celui qui a soif de rencontres, de répertoire, et qui est toujours en avance sur ce qu'on va lui demander, au fond. Et ça, je crois qu'à notre époque, nous, par exemple, on n'était pas du tout outillés avec ces choses-là. Et je pense que maintenant, surtout avec la dérégularisation de l'organisation du spectacle, du monde du monde de la musique classique même, et bien maintenant, il faut plus que jamais être en avance sur ce qu'on va vous demander, quoi, et avoir toujours une idée d'avance. Voilà. Oui, mais là, vous parlez du travail, et la préparation et de se préparer à aborder de multiples répertoires, de multiples formes d'interprétation. Mais bon, on voit certains artistes qui se débrouillent énormément sur les réseaux sociaux, d'autres, et tant mieux pour eux s'ils y parviennent. Mais on n'imagine pas des artistes de la génération présente où on n'imagine pas Pablo Casals aller sur Facebook pour essayer d'avoir des concerts. Non, mais bien sûr, mais le réseau social, c'est un accompagnement. Vous ne faites pas carrière en faisant du réseau social, je veux dire. Je pense que c'est un fabuleux accompagnement et un fabuleux outil pour remplir les salles, etc., etc. Le plus important, c'est, comme le disait Menahem Pressler du Beaux-Arts Trio, pour un artiste, le plus important, c'est d'être réinvité. Ouais, belle définition. Ben, je crois que ça résume pas mal de choses, n'est-ce pas ? Et moi-même, quand j'appelle un organisateur au téléphone, parce que oui, en 40 ans de carrière, on a des atomes crochus avec certains. Et quoi de plus beau qu'une personne dont c'est le métier d'organiser des concerts reçoive un jour un coup de fil d'un artiste en lui proposant « Tiens, j'ai monté tel projet, est-ce que ça t'intéresse ou pas dans ton thème de festival, etc. » Et alors, c'est magnifique. Les agents, les impresarios font leur travail aussi, mais c'est à nous aussi de temps en temps de proposer des choses et puis de mettre... comment dirais-je, il n'y a pas de tabou, quoi, en fait. Ça fait partie aussi de notre métier. Voilà. Menahem Pressler, qui vient de fêter ses 99 ans, détour par une icône du trio. Le trio Wanderer avait travaillé avec lui Bien sûr, mais c'est ça qui est fabuleux, c'est que nous, on a été en contact avec des grands artistes qui ont 90, 100 ans, et puis on est au contact tous les jours avec la jeune génération des 18, 20, 25 ans. C'est assez impressionnant, en fait, de voir toute cette transmission, mais vous savez que c'est fragile, tout ça. Parce que la mauvaise interprétation des mots, du style même, etc., ça peut aller très vite. Et puis après, il y a des tournants dans les époques. Et puis ça, on n'y peut rien non plus. Mais bon, voilà. Vous savez, moi, par exemple, Shostakovich, j'ai du mauvais goût dans Shostakovich maintenant. Alors qu'on pourrait imaginer que Shostakovich, c'était hier, quoi. Eh ben non. Donc, je veux dire, après, alors, qu'est-ce qu'est le mauvais goût ? Qu'est-ce qu'est le bon goût ? Vous allez me dire, bon, voilà. On va pas élever le débat, mais... vous pouvez y aller. Non. Moi, j'avais aucune intention. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ça est fragile, au fond. Le plus important, voilà, c'est un état des lieux. Moi, quand je donne des conseils d'interprétation à mes élèves, je leur dis, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Là,
a priori, c'est plutôt la tradition comme ça, parce qu'à l'époque, il y avait des phrasés, il y avait des règles de base, etc., etc. Puis après, vous faites ce que vous voulez aussi. Mais c'est important qu'ils sachent aussi où ils vont, quoi. Et qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi avec ce que nous a laissé les compositeurs, forcément. Et puis maintenant, un artiste joue 3 ou 4 siècles de musique. Du temps de Schubert, on jouait du Schubert. Du temps de Bach, on jouait du Bach. Comme vous l'avez dit, c'était la musique contemporaine de l'époque. C'était même la musique de variété de l'époque, on va dire. Parce qu'il n'y avait pas de chansonnette, il n'y avait pas de... Enfin, ou très peu, on va dire. Bon. Et donc tout ça a changé. Alors, on va revenir à ce disque Cédo 8. On n'a pas parlé de toutes les œuvres. Alors, c'est très varié. En même temps, il y a une unité, justement, par le son de l'octuor de violoncelle. Il y a Bizet, Augustin Holmes, il y a ce Clair de lune de Fauré, il y a des leaders de Schubert, il y a beaucoup de leaders, parce qu'il y a des leaders de Brahms aussi, qui est peut-être le répertoire le moins souvent abordé. D'ailleurs, ces leaders de Brahms, ils sont absolument sublimes. Ça, c'est un choix de votre père aussi. Alors non, là, c'est moi aussi. Ouais. Je me suis un peu baladé dans la sphère du cœur, des voix. Et j'ai trouvé un sublime lead de Schubert qui s'appelle le Nachgesang in Wald, où ce sont les corps d'harmonie qui répondent, enfin comme des corps de chasse, on va dire, mais ceux-là c'était des corps d'orchestre, des corps d'harmonie, qui répondent aux voix. Et c'est un répertoire qui me touche profondément. Puis bon, mon beau-père était corps solo de l'Orchestre de Paris, donc j'ai entendu beaucoup de corps dans ma vie. Mais c'est vrai que, voilà, ce que je veux dire, c'est que tout ça, la voix, le corps, c'est l'air. C'est comment dirais-je, c'est... Nous, on fonctionne sans air, on fonctionne en bougeant un archet de droite à gauche. Et ce que je veux dire, c'est que, ce que je dis souvent aux jeunes, c'est que le poumon, c'est l'archet. Et savoir jouer avec la respiration, c'est énorme pour nous. C'est énorme. C'est ça qui donne l'impulsion, c'est ça qui donne la couleur de son, c'est ça qui donne la densité, la patte sonore. Et rendre hommage, au fond, aux musiciens qui ont besoin de leur air, physiquement, je trouvais ça pas mal. Voilà. Ouais, c'est une belle idée. Alors, il y a aussi une mélodie extraite de Saint-Mars de Gounod. Rusalka, on en a parlé, c'est le chant à la lune qui est absolument sublime. Une mélodie de Camille Saint-Saëns, Traumlicht de Richard Strauss, et ça se termine par deux des 3 nocturnes de Debussy, là justement transcrit par Renaud Guieux. On sent justement que le transcripteur n'est pas pareil que pour les autres œuvres. Certainement, il y a une patte de son chez les transcripteurs, il y a un savoir-faire, et ça, c'est impressionnant. Mais c'est une belle manière de terminer justement avec Fête qui se termine de manière douce et presque mélancolique pour ce disque qui s'appelle Ode à la nuit. Donc c'est un répertoire que vous allez porter, on l'a dit, aux Folles Journées de Nantes et puis dans beaucoup d'autres lieux de concert aussi. Exactement, on va aller en week-end à la Baule aussi fin mars. On a pas mal de concerts prévus cet été aussi dans des grands festivals. Les nuits musicales à Citadelle de Sisteron fin juillet, et puis vous allez aussi même jouer le Festival des Bauges. Oui, alors à Genève par contre c'est le trio Wanderer. Voilà, Genève c'est le trio Wanderer, etc. Mais voilà, donc je suis très heureux de pouvoir être entouré de jeunes artistes, et puis en même temps de retrouver le trio Wanderer avec toute notre expérience et ce répertoire fabuleux. Non, moi j'ai une belle vie de musicien, je me plains pas du tout. Vous avez quand même des milliers d'heures de bonheur, de répertoire à interpréter. Ce trio Wanderer. Alors ça va être quoi les répertoires que vous allez interpréter au sein du trio tout au long les 2 premiers trimestres 2023, Raphaël? Alors, on a notre répertoire déjà bien établi, donc tout le romantisme allemand, bien sûr, qui constitue 70% du répertoire du trio avec piano, et puis
On fait quelques incartades dans les compositeurs français. Je sais qu'on va rejouer bientôt le trio de Saint-Saëns. On va probablement enregistrer le trio de Édouard Lalo aussi. Alors ça, c'est pas non plus une œuvre qui court les salles de concert. Ça... Non, exactement. Puis c'est toute une période de l'histoire de la musique française qui est assez intéressante. Je sais qu'on va réenregistrer trio de Ravel. On va enregistrer pour la première fois le trio de Debussy. Et puis voilà, donc on ne s'ennuie pas. On enregistre aussi beaucoup de quintettes avec piano. Sortira bientôt. Il y a eu Shostakovich, il y a eu Schumann. Voilà, et là un disque consacré aux quintettes de Franck et quintettes de Louis Vierne avec trio sonate. Voilà, donc on est très, très heureux. Et puis je dois dire que c'est pas mal d'atteindre la maturité et d'être de sentir qu'il y a encore tant à faire. Voilà. Oui, non, mais de toute façon, c'est un répertoire inépuisable. Au niveau de cet octuor de violoncelle, il y a beaucoup d'autres œuvres transcrites à venir, ou alors pour le moment, c'est... Alors là, mon père a calculé d'ailleurs plus de 500 heures de travail sur tout le répertoire du disque, là, c'est tout à fait nouveau. Ce sont des transcriptions d'ailleurs que nous allons mettre à disposition en vente en ligne sur le site de Talent et Violoncelle, qui va ouvrir une bibliothèque musicale en fait consacrée au violoncelle et aux perles rares. Et puis voilà, donc pour l'instant, mais enfin mon père est toujours à l'affût et toujours disponible, donc à mon avis on va lui demander pas mal d'autres transcriptions dans les années à venir. Alors il dit justement que dans ce disque qui s'appelle Ode à la nuit, il n'a pas pu mettre de nocturne de Chopin parce que là ça n'allait pas. Mais non, parce que la nocturne de Chopin c'est tellement instrumental quand la virtuosité du piano arrive, on peut pas jouer aussi vite qu'un violon. On n'est pas un instrument virtuose à la base, le violoncelle. Il l'est par la force des choses et par la... Mais je veux dire, plus on rallonge de longueur de corde, plus c'est difficile de bouger. Alors, en même temps, vous allez me dire, il y a des virtuoses à la contrebasse, mais effectivement, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Mais c'est pas pareil que de voir jouer un violoniste ou un pianiste avec des traits complètement perlés où tout est magique. Voilà, ça reste anecdotique pour le violoncelle, pour la contrebasse, pour des instruments un peu plus longs en longueur de corde. Oui. Non, et puis peut-être que je m'égare, mais Chopin fait quand même partie de ces compositeurs enfin, je vois pas autant Bach, on peut l'écouter à l'accordéon avec bonheur, mais Chopin, c'est vraiment sa littérature est vraiment tellement attachée au piano que c'est rare qu'on soit pas déçu quand on écoute une transcription. Oui, mais bon, encore une fois, tout est possible, hein, vous savez, mais Bach, c'est pareil, je dis souvent à mes élèves que, en fait, pour s'inspirer, pour mieux jouer une suite de Bach, il faut connaître tout le reste du répertoire de Bach. Puisque, au fond, les suites, c'est anecdotique. Il a écrit ça, d'ailleurs, on ne sait même pas pourquoi et pour qui, et puis ça n'a jamais été joué de son vivant, ni après tout le 19e. Alors que les cantates de Bach... Les passions, les concertos brandebourgeois, les concertos pour orchestre, quand on écoute comment on phrase, quand on écoute comment on peut jouer les croches, les doubles croches, l'élan musical, la saveur rythmique, etc. Quand on s'intéresse à ça, on ne peut que mieux jouer les suites, qui d'ailleurs, dans les suites, c'est avant tout un hommage à la musique française du temps de Louis XIV et de Lully. Hein. Mais ça n'est pas la musique française, c'est-à-dire qu'il ne faut pas l'ornementer non plus. C'est sous la loupe de Bach, justement. Et c'est ça qui est génial, c'est que ça demande un effort intellectuel aussi au public. Justement, Raphaël Pidoux, je vous ai entendu jouer beaucoup en trio, je vous ai entendu avec orchestre, je vous ai entendu en musique de chambre, mais j'ai pas le souvenir de vous avoir entendu seul. Vous n'aimez pas jouer seul en public ? Non, j'aime beaucoup jouer seul, mais simplement ça. Vous avez été tellement pris par le reste. C'est pas arrivé, mais vous n'êtes pas assez attentif, parce que j'ai fait un récital Bach justement en juillet dernier dans un magnifique château avec. Mon collègue Daniel Cuillet et son ensemble Stradivaria, et j'ai fait un récital Bach justement, et j'ai proposé une intégrale des préludes des 6 suites. Donc j'ai joué les 6 préludes à la suite, et c'était magnifique. Et en fait
moi je trouve que les suites de Bach ne doivent pas être jouées dans l'ordre absolu, c'est-à-dire les 6 suites avec les 6 mouvements, mais piochons comme le font si bien nos amis clavecinistes, à piocher dans tout le répertoire, et c'est tellement plus vivant et plus frais. Voilà. Bon, je vous promets que la Mon prochaine avis. fois que je vous réinvite, si vous m'y autorisez, je ferai des investigations sur tous les concerts que vous donnez, ce qui me donnera des dizaines d'heures de travail pour être sûr de ne rien rater. Raphaël Pidoux, on va terminer juste avec cette association Talent et Violoncelle, parce que c'est un magnifique projet, ça. Donc ça permet à ces musiciens avec lesquels vous jouez d'avoir soit des violoncelles qui sont conçus par des luthiers contemporains, soit des violoncelles restaurées. Exactement, et puis on a fait construire plus d'une 50aine d'instruments, on a toujours de plus en plus de mécènes. En fait, on a été long à démarrer, il y a 12 ans, 13 ans, mais depuis, on n'arrête pas d'avoir du succès. On a aidé plus de 120 jeunes depuis la création de cette association qui est devenue un fonds de dotation, en fait. Et notre cœur de métier, c'est vraiment de trouver des violoncelles à la hauteur du talent des jeunes qui nous demandent de l'aide, qui ne peuvent pas se financer. Il faut dire que maintenant, aucun artiste ne peut se financer un instrument, oui. Même les moins jeunes. et donc, bien sûr que le mécénat devient évident, absolument évident. Et puis, on a aussi des instruments des familles de musiciens qui veulent garder l'instrument en patrimoine et qui souhaitent les faire jouer. Puisqu'en fait, un instrument, c'est un peu comme le vin. Plus il est joué, meilleur il est. Un instrument qui reste dans un coffre-fort, par exemple, s'éteint. Devient très, très moyen. Et donc, voilà. Un instrument se bonifie avec le temps et se bonifie encore mieux quand il est bien joué. Voilà. Voilà, il est merveilleux, ils sont merveilleusement bien joués, ces vieux violoncelles de ce disque Cello 8, Cello 8, enfin comme on veut, ou on peut le dire dans toutes les langues. Ode à la nuit qui vient de paraître pour le label Mirare, où vous êtes Raphaël Pidoux aux côtés de 7 magnifiques jeunes violoncellistes. Il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci à vous, Frédéric. Pour illustrer cet entretien avec le violoncelliste Raphaël Pidoux, je vous propose de l'écouter au sein de l'ensemble Cello 8. Extrait de ce disque Ode à la nuit. Nous écouterons successivement un air des Pêcheurs de perles de Bizet, un air d'Augusta Holmes, Clair de lune de Gabriel Fauré et Stanchen et Doubiste d'Hiroux, 2 leaders de Schubert transcrits pour 8 violoncelles. Je vous souhaite une très belle écoute de ces œuvres, une bonne fin de soirée sur RCJ.